Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de la journée Lire l'Europe consacrée cet après-midi à notre sélection du prix des lecteurs. On est en train de préparer pour cet automne un beau festival sur le Danube, comme vous le savez déjà un petit peu maintenant. Voilà, une belle région, une vaste région avec une histoire et une littérature riche, donc ça devrait nous faire une belle édition et on reste optimiste de pouvoir vous proposer de belles rencontres. Concernant les dates du festival, du coup, comme je l'avais expliqué ce matin, on va être un tout petit peu plus étalé sur la semaine que d'habitude et on prévoit de commencer le 16 pour arriver jusqu'au 21 novembre, donc du mardi au dimanche, pour pouvoir prévoir peut-être plus de rencontres en petite jauge ou petit comité, mais pouvoir quand même maintenir ces moments de rencontre avec les auteurs que vous attendez tous. On aura la chance, et ça c'est ce que je peux au moins vous annoncer aujourd'hui, d'être accompagné pour la carte blanche sur cette édition par Emmanuel Ruben, l'auteur de Sur la route du Danube, qui prépare un petit peu cette édition avec nous. Et on espère avoir plein de choses à vous annoncer dans les semaines et les mois qui viennent, en tout cas avant l'été. J'en viens maintenant du coup à ce qui nous amène aujourd'hui, et c'est notre 18e prix des lecteurs qui, comme vous le savez, va être consacré à l'Allemagne, le pays où le Danube prend sa source. On a décidé, alors à Littératures Européennes, mais avec nos partenaires pour le prix des lecteurs, c'est-à-dire avec les 4 bibliothèques départementales de la Vienne, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, de consacrer ce prix à l'Allemagne, de resserrer un petit peu la sélection, de vous proposer 4 livres cette année. 4 livres puisque, étant donné le contexte actuel, on voulait être sûr que la circulation des livres et la lecture pour les groupes pourraient être assurées, quelles que soient les circonstances de l'année. 4 beaux livres du coup, des romans. Une année qui va être un peu une année de découverte puisque pour 2 de ces romans, ce sont des premiers romans. Et pour les 2 autres, c'est la première fois que l'auteur ou l'autrice est traduite en France, donc premier roman accessible, on va dire, pour les lecteurs francophones. Donc on espère que ça va être vraiment de belles occasions de découvrir des écritures. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne vais pas présenter plus que ça les livres, puisque c'est pour ça qu'on a Gérard Medal qui est avec nous et qui va nous faire l'honneur de nous parler vraiment plus précisément de ces 4 livres. Je vais peut-être quand même vous les citer. On aura La famille du tigre ailé de Paola Fürstenberg aux éditions Actes Sud. Les abeilles d'hiver de Norbert Scheuer aux éditions Actes Sud également. Les 3 vies de Joseph Klein de Ulla Lenze aux éditions J.C. Lattès. Et La danse de Martha de Tom Saller aux éditions Charleston. Je suis aussi ravie de vous annoncer que les 4 auteurs et autrices de ces 4 romans seront présents avec nous, on l'espère en tout cas, mais seront disponibles pour le festival au mois de novembre, et on espère qu'on pourra donc organiser, comme chaque année, la tournée dans vos bibliothèques à cette période, et puis vous voir pour la remise du prix qui aura lieu, comme d'habitude, le samedi matin, donc le 20 novembre. On va d'abord écouter Gérard Medal qui va nous présenter les livres, et puis après on aura un petit temps d'échange sur ces 4 livres. Je ne m'étale pas plus, et puis Gérard, je vous laisse la parole. Merci Sophie, bonjour. Bonjour à tous les lecteurs de Cognac et à toute l'équipe de littérature européenne. Alors cet après-midi, on va parler un petit peu des 4 livres et je voudrais essayer de les replacer brièvement dans le contexte plus général de la littérature allemande contemporaine. Alors, 2 précautions oratoires tout de suite. Évidemment, pour parler des livres, c'est toujours un peu compliqué parce que certains d'entre vous en ont lu un ou plusieurs, d'autres ne les ont pas lus du tout. Donc je ne voudrais pas non plus déflorer la lecture en donnant trop de détails, et puis je voudrais quand même en donner suffisamment pour être incitatif pour effectivement vous engager à les lire. Et quant à les replacer dans le contexte de la littérature plus générale, c'est évidemment un peu difficile aussi parce que quand on parle comme ça, quand on généralise, quand on simplifie et qu'on fait un panorama en quelques minutes de la littérature, on dit évidemment beaucoup de bêtises. Donc je vais en dire beaucoup, certainement cet après-midi, et je vous engage à ne pas prendre au pied de la lettre tout ce que je vais vous dire. Ce sont simplement des pistes que je vous suggère pour éventuellement aller y voir d'un peu plus près par vous-même.
Alors, peut-être quand même de façon un petit préambule sur ce que ces quatre livres ont en commun. Moi, j'ai été très frappé par un certain nombre de points communs entre ces quatre livres. Euh, Ce qui nous ramène au problème, ou plutôt à la problématique de la littérature allemande contemporaine, qui est la problématique de la mémoire. Il est évident que après la Seconde Guerre mondiale, après un événement semblable, la littérature a été extrêmement marquée et continue à l'être encore aujourd'hui. Alors avec des étapes un petit peu différentes, là je passerai très vite, il y a eu ce qu'on appelait la littérature des ruines, la Trümmer littérature, juste après la guerre, avec des témoignages, avec toutes sortes de livres. Il y a eu la fameuse génération du groupe 47, avec en particulier Günter Grass, Heinrich Böll, etc., des noms qu'on connaît bien sûr. Il y a eu toute une génération d'écrivains qui ont essayé d'obtenir des comptes sur la génération qui a participé à la guerre. C'est-à-dire, il est assez légitime que les enfants qui sont venus après, se disent, mais que faisaient mes parents pendant la guerre? Qu'est-ce que faisait mon père? Par exemple, est-ce qu'il était nazi? Est-ce qu'il était, bon, alors, ces interrogations ont habité la littérature allemande pendant très longtemps. Et puis, il est arrivé un moment où il y a eu une sorte de réaction de rejet qui a fait beaucoup de débats en Allemagne, d'ailleurs, pendant longtemps, où un certain nombre de gens disaient on n'en peut plus, on est saturé de cette littérature qui tourne en rond absolument toujours sur les mêmes thèmes. Il faudrait que les Allemands se donnent la liberté de parler d'autres choses, comme tous les écrivains du monde. Et donc, il y a eu une espèce de débat, et ce problème de la mémoire est toujours un problème controversé au sein de la littérature allemande. Et je suis très frappé de voir que tout de même, sur les quatre livres, il y en a trois qui évoquent la Seconde Guerre mondiale, d'une manière un petit peu particulière, et puis il y en a un dont on pourrait dire, en simplifiant un petit peu, qu'il traite de la chute du mur de Berlin. Alors, justement, le problème de traiter de ces sujets, de ces thèmes historiques, c'est assez intéressant de voir que la génération actuelle des auteurs, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, ce sont tous des auteurs jeunes, auteurs de premiers romans ou auteurs traduits pour la première fois en français, donc de toute façon, on les découvre. Ces auteurs ont été, je dirais, concernés par toutes ces polémiques. Est-ce qu'on peut encore parler de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'en parler que ce qui a été fait jusqu'à présent? Et je suis frappé de voir que chacun d'entre eux a trouvé des stratégies tout à fait particulières, des stratégies un petit peu de contournement, d'évitement. Ils abordent le sujet sans l'aborder complètement. Prenons l'exemple, je dirais, pour prendre un exemple, celui des 3 vies de Joseph Klein. Les 3 vies de Joseph Klein, on pourrait dire que c'est un roman sur la guerre, en effet, d'une certaine manière, mais qui se passe un petit peu pendant la guerre, mais dont l'essentiel de l'action se passe après la guerre, dont une grande partie de l'action se passe en dehors du territoire allemand et même en dehors du territoire européen, puisque ça se passe soit aux États-Unis, soit en Amérique du Sud. On pourrait dire aussi que c'est un roman d'espionnage, mais après tout, on n'est même pas sûr que le héros de l'histoire soit un véritable espion. En tout cas, il faudrait y mettre un petit peu des guillemets, une espèce d'espion malgré lui, d'une certaine manière. Donc tout ça est un petit peu, un petit peu biaisé. Et puis, je suis aussi frappé par un autre point commun entre ces livres, entre les trois en tout cas qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils s'appuient sur des documents dits originaux. Alors, quelquefois, c'est un petit peu une astuce romanesque, quelquefois, c'est au contraire un fait réel. Dans le cas, par exemple, des abbayes d'hiver, on peut penser que l'histoire du carnet retrouvé caché dans une ruche est plus ou moins une invention romanesque, même s'il y a eu des documents historiques qui ont servi de base au livre. Dans le cas de la danse de Martha, le cahier de Martha ressemble beaucoup, là aussi, à une invention purement romanesque. On ne sait pas très bien si ce cahier a vraiment existé. En tout cas, ça permet de faire rebondir l'intrigue. Dans le cas de Joseph Klein, le livre est effectivement basé sur une correspondance absolument authentique,
puisque Joseph Klein est un personnage qui a bel et bien existé. Le livre est bien sûr un roman, il ne s'agit pas d'un documentaire, mais le Joseph Klein en question n'était autre que le grand-oncle de Ulla Lenze, c'est-à-dire le frère de son grand-père. Et entre les deux hommes, entre Karl et Joseph, il y a eu toute une correspondance qui est évoquée dans le livre d'ailleurs, mais correspondance absolument authentique, qui a été retrouvée dans la famille de Ulla Lenze. Et voilà, elle était déjà romancière, elle a déjà publié plusieurs livres, et c'était évidemment une occasion absolument extraordinaire quand on a un matériau d'une telle importance, un matériau romanesque qui contient de telles possibilités, il est évidemment tentant de s'en servir d'un point de vue romanesque, ce qu'elle a fait. Mais alors, je vais peut-être prendre les 4 livres un petit peu les uns après les autres, tout simplement. Je vais les prendre eh bien, par l'ordre alphabétique. Donc, si je ne me trompe pas, ce serait le Paula Furstenberg qui intervient le premier. Donc, la famille du tigre ailé. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre de Paula Furstenberg, c'est qu'on a un très jeune auteur. Elle est née en 1987, donc elle avait 2 ans en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. Donc on a vraiment une génération pour qui la problématique est un petit peu différente. Et j'en dis quelques mots, encore une fois, avec toujours la peur d'en dire trop ou pas assez. Donc on a une jeune héroïne, Johanna, qui est née comme l'auteur en 1987, qui vit avec sa mère à Berlin, dans l'ancien Berlin-Est, et une mère assez originale d'ailleurs, qui passe son temps à ramener à la maison des animaux éclopés. Le livre commence par une scène un peu étonnante où la mère est en train de prendre son bain, et dans le lavabo, un hérisson est en train de prendre son bain, lui également. C'est-à-dire qu'on le baigne pour lui enlever ses puces. Et la fille participe à tout cela. Le père, il n'y en a pas. Le père a disparu lorsque la fille avait 2 ans, donc en 89. Il était en RDA, République d'Allemagne de l'Est. Un certain nombre de citoyens de l'Allemagne de l'Est ont essayé de passer à l'Ouest, mais passer à l'Ouest au moment de la chute du mur, très peu avant, c'est un petit peu étrange. Il serait parti à l'ouest le 4 octobre 1989. Or, souvenez-vous, je ne sais plus la date exacte, mais c'était en novembre 1989 que le mur de Berlin est tombé. Donc ça paraît un petit peu bizarre. Est-ce que vraiment ce type est passé à l'ouest comme un certain nombre de réfugiés de la RDA? C'est un petit peu bizarre. Est-ce qu'il a été arrêté? Ça pourrait aussi être une autre explication de sa disparition. Est-ce qu'il a été arrêté? On ne sait pas très bien. En tout cas, Johanna se trouve dans la situation de se passer, de grandir sans père. Et puis, à un moment, sa mère lui dit, un peu comme ça, comme d'une façon presque anecdotique, qu'il y a eu un message de son père, qu'il a téléphoné et qu'il aimerait bien qu'on le rappelle. C'est un petit peu étrange, 19 ans après sa disparition, sans avoir jamais donné le moindre signe de vie, sans avoir envoyé la moindre carte postale, la moindre lettre. C'est un peu étrange. Et donc, ça va être un petit peu la quête du père de la part de Johanna. On a, je crois, un tableau, on a 2 tableaux qui sont tout à fait intéressants, parce que d'abord, on a une espèce de tableau de la RDA. Alors maintenant, le mur n'existe plus, évidemment, mais je pense que la différence existe encore dans les têtes entre les 2 pays, et que c'est un problème qui n'est pas facile à vivre, ni pour les anciens citoyens de la RDA, ni peut-être pour les Allemands de l'Ouest. En tous les cas, elle est très, très typique, d'une certaine manière, Johanna, d'une certaine réalité de l'ancienne Allemagne de l'Est. Elle s'apprête à devenir conductrice de tramway, donc on assiste un petit peu à tous ces essais elle va passer un examen qui lui permettra d'être titularisée conductrice de tramway. Donc il y a toute la vie d'une conductrice de tramway qui est quelque chose effectivement d'assez inattendu, d'assez original. Et puis elle va prendre contact avec ce père en essayant de percer le secret de sa disparition.
Alors, pour percer le secret de sa disparition, c'est assez étrange parce qu'on a un certain nombre de sources. On a d'abord les déclarations du père lui-même. Malheureusement, le père est très malade, se retrouve dans un hôpital atteint d'un cancer en phase terminale, et une des premières fonctions qu'il va perdre précisément, c'est la fonction du langage, comme a fait exprès. Donc le père, il ne faut pas trop compter sur son témoignage pour savoir ce qui s'est passé. La mère est aussi un peu énigmatique. On découvre que le père a eu une liaison ou une autre, a fondé un autre foyer quand il a disparu en 89 et qu'il a une fille qui a pratiquement le même âge que Johanna, à peu de choses près. Et donc les deux jeunes femmes font connaissance, mais là, elles n'ont pas non plus la même expérience, elles n'ont pas le même vécu. L'une a vécu à l'ouest, l'autre a vécu à l'est. Aucune des deux ne connaît tout à fait le même homme. Le fameux Jens, le père, n'est pas tout à fait le même dans les yeux de l'une, dans les yeux de l'autre. Et puis il y a encore la fameuse histoire, évidemment, qui était tellement importante en Allemagne de l'Est, qui était une société complètement contrainte et surveillée, et en particulier placée sous la surveillance de la Stasi, cette fameuse police d'Allemagne de l'Est, avec qui un certain nombre de gens collaboraient, parfois bon gré, mal gré. Jens a-t-il été une victime de la Stasi? A-t-il été un collaborateur de la Stasi? Et le texte du roman va s'agrémenter, si j'ose dire, en tout cas va être entrecoupé d'un certain nombre de rapports qui sont les rapports de la Stasi. Car en effet, apparemment, il faisait l'objet d'une surveillance de la Stasi, qui elle-même ne comprend rien du tout, d'ailleurs, à ce type. Parce qu'il est accusé, par exemple, il a deux métiers un peu bizarres. Enfin, il était un peu marginal, disons. Il joue dans un groupe de rock et il est ferrailleur. Et dans ce groupe de rock, il a la particularité de chanter des textes qui n'ont ni queue ni tête. On ne voit pas pourquoi ça lui serait reproché particulièrement par la Stasi, mais le raisonnement de la Stasi est le suivant: si ces chansons n'ont ni queue ni tête, s'il n'y a aucun discours politique, s'il n'y a aucun message, c'est une façon de dire que la liberté d'expression n'existe pas en Allemagne de l'Est. Un peu tordu comme raisonnement, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui lui est particulièrement reproché. Alors, je ne vous dis pas comment vont se passer les retrouvailles, ou s'il y aura retrouvailles, ou voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'enquête qui est menée comme si on réunissait les morceaux d'un puzzle. Qu'est-ce qu'on sait de quelqu'un, en définitive? Est-ce qu'il y a les rapports officiels, officieux de la Stasi, le vécu de sa mère, le vécu des deux femmes avec lesquelles il a vécu, le vécu des deux filles? Tout ça est extrêmement compliqué, et donc Yona est un petit peu au centre de cette pelote. Elle tire un peu tous les fils. Elle a elle-même sa vocation professionnelle, son avenir à préparer, avenir un peu compliqué quand il va s'avérer que son instructeur est peut-être quelqu'un d'un petit peu qui n'est pas tout à fait qui elle croyait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a collaboré avec la Stasi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des vues sur la mère de Johanna et qui s'introduit dans la famille de cette façon? On ne sait pas très bien. Enfin voilà, il y a une enquête. Je trouve que le livre une des grandes réussites du livre, c'est de parvenir à insérer une histoire complètement familiale, complètement, je dirais presque anodine, à l'intérieur d'un événement historique. Et ça aussi, c'est une façon nouvelle. Je crois que c'est une façon qui est particulièrement cultivée par les auteurs allemands contemporains, parce que pour revenir, et je vais en finir avec ce livre-là, je vais aborder les trois autres qui sont plus directement en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Le problème de la Seconde Guerre mondiale, il se pose aussi d'ailleurs dans la littérature française. Rappelez-vous, ces dernières années, on a eu des livres comme le livre de Jonathan Little, Les Bienveillantes, qui a obtenu le prix Goncourt, si je me souviens bien, je ne sais plus exactement en quelle année. On a eu le livre de Laurent Binet, HHHH, l'abréviation de Le cerveau de Hitler s'appelle Himmler. On a eu le livre d'Olivier Guèze, La disparition de Mengele,
qui a obtenu, si je me souviens bien, le prix Renaudot en 2017. Donc ça veut dire que on ne peut pas dire que on peut dire que la littérature allemande est obnubilée par la question de la Seconde Guerre mondiale, mais elle n'en a pas l'apanage. La littérature française a aussi très largement traité le sujet, et non seulement traité le sujet, mais un certain nombre de livres prééminents de ces dernières années traitent effectivement de ce thème. Alors, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, il y a plusieurs façons d'en parler. Il y a une façon qui est de parler des personnages les plus importants, soit en bien, soit en mal. C'est-à-dire, je viens de parler du livre La disparition de Mengele, ou je viens de parler de HHHH sur Himmler. Donc, on prend un personnage, un dignitaire du nazisme, on prend un personnage qui a joué un rôle particulièrement important pendant la guerre. Ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche qui est de prendre exactement le point de vue inverse, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui, j'allais dire, n'a joué aucun rôle, plus ou moins, mais qui a été une espèce de personnage totalement secondaire, ce que les Allemands appellent les Mitläufer, c'est-à-dire les suiveurs. Ce dont on ne sait pas très bien, est-ce qu'ils ont été nazis, est-ce qu'ils n'ont pas été nazis, on ne le sait pas très bien, mais la question s'est vraiment posée très fort, non seulement dans la littérature, mais dans la société allemande. Mais il y a eu énormément de gens qui ont été des espèces de Mitläufer, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas vraiment de conviction particulière, qui ont été emportés par les circonstances et qui se sont retrouvés dans des situations assez ambiguës. Alors, c'est le cas du Joseph Klein de Ulla Lenze. Donc, Joseph Klein est un petit bonhomme, comme son nom l'indique, mais il s'appelait vraiment comme ça, il s'appelait Klein, c'est-à-dire petit. Un petit bonhomme, c'est justement le contraire de ces grands personnages qui ont joué un rôle historique important. Il part dans les années 1920, il part aux États-Unis, mais pas du tout pour fuir le nazisme ou quoi que ce soit. De toute façon, en 1920, c'est un peu tôt. Mais il part aux États-Unis tout simplement pour des raisons économiques. Il émigre aux États-Unis et il se retrouve à New York. Sa première vie, celle de Joseph Klein, américain, disons sa deuxième vie, plus exactement. Il y a eu le Joseph Klein allemand qui a passé toute son enfance en Allemagne et puis qui, n'arrivant plus à s'en sortir économiquement, est parti aux États-Unis. Là, il va changer de prénom. Il va devenir Joe. Les Américains aiment bien changer les prénoms et puis il prend une nouvelle. Joe, ça fait plus américain que Joseph, évidemment. Donc le voilà devenu Joe Klein. Il évite autant que possible la communauté allemande, parce qu'il y a une communauté allemande émigrée à New York qui est assez importante. Il essaye de ne pas trop s'y frotter et il va assez symboliquement d'ailleurs s'installer à Harlem, ce qui n'est pas très fréquent pour un Européen. Et Harlem est en plein dans la période de ce qu'on a appelé la Renaissance de Harlem. C'est-à-dire, c'est l'époque du jazz, c'est l'époque de cette espèce d'épanouissement aussi de la littérature. Et il vit tout cela, il est passionné de jazz, il passe son temps dans les boîtes de jazz, il a un petit boulot dans une imprimerie, c'est un boulot plutôt alimentaire qui lui permet de vivre très moyennement, mais il n'est pas du tout obnubilé par le rêve américain, il n'a pas décidé de faire fortune et puis, j'en sais quoi, d'amasser des millions de dollars. Non, il a sa petite vie bien tranquille. Il a juste une seule passion. Il est une passion qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, évidemment, à l'époque d'Internet. Il est radioamateur. Alors, les radioamateurs, il faut savoir que ça a joué un rôle très important à l'époque. C'était le seul moyen de communication à très lointaine qu'on avait, c'est-à-dire un radioamateur en bidouillant une espèce de poste émetteur-récepteur. Très souvent, c'était des amoureux de technique et qui étaient capables de fabriquer eux-mêmes leur matériel. Ils peuvent se mettre en rapport avec des radioamateurs du monde entier, mais de manière un petit peu aléatoire, c'est-à-dire au cours d'une émission, ils peuvent tomber en rapport avec quelqu'un qui est en Chine, par exemple, ou en Russie, ou aussi bien leur voisin de palier sans le savoir. Donc voilà, c'est un petit peu, ça fait partie du plaisir du jeu de rentrer en contact avec des inconnus. Et il va, de cette manière, rentrer en contact avec une femme qui va finir par jouer un rôle assez important dans sa vie et par devenir effectivement sa compagne. Mais il va lui arriver autre chose aussi, c'est qu'il va parler un peu de sa passion autour de lui.
Et un certain nombre de ses compatriotes allemands vont lui dire « Ah, c'est bien, tu es radioamateur, ah ben c'est très intéressant, c'est très pratique. Nous, on est industriels, on a du mal à communiquer parce que les communications avec l'Europe, c'est très compliqué. Quand on a des exportations à faire en Europe, ça ne marche jamais. Est-ce que tu pourrais nous rendre service et en gros nous permettre, grâce à ta compétence, de passer un certain nombre de messages euh, en Allemagne. » Est-ce que Joseph Klein est un peu idiot? Au début, peut-être. Il est serviable. Il pense que oui, pourquoi pas, allez, il va rendre service. Et puis, il commence par avoir quelques doutes quand même sur le genre de message qui est transmis. Ce sont des messages codés. Donc, il ne sait pas du tout si ce sont des messages, effectivement, dont le contenu est économique ou pas. Donc, il transmet les messages et puis il s'aperçoit de plus en plus quand même que toute cette petite communauté allemande a pas mal de sympathie pour le Führer. Le Führer, qui paraît-il, est un très brave homme et qui surtout ne veut pas la guerre, ne veut pas, c'est quelqu'un de très pacifique, un très brave Allemand. Il veut juste restaurer l'honneur de l'Allemagne, mais c'est vraiment quelqu'un de tout à fait de confiance. Alors, dans un premier temps, il y a un jeu de dupes. Joseph Klein, effectivement, dupe, il n'a pas tout à fait compris ce qui se passe. Et puis, au bout d'un certain temps, il comprend qu'il est en train d'envoyer des messages en Allemagne pour le compte d'un réseau d'espionnage nazi aux États-Unis. Alors là, il commence quand même à être un petit peu embêté parce que il pense d'abord à la responsabilité. Il n'est pas très politique, hein, Joseph. Il fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Mitläufer, c'est le suiveur, mais on peut pas dire que ce soit un nazi convaincu. Il n'empêche qu'il est en train de leur rendre de sérieux services. Alors, est-ce que c'était vraiment sérieux, les réseaux d'espionnage nazis aux États-Unis? Hitchcock en parle dans un certain nombre de ses films. Vous vous rappelez, je ne sais plus, L'homme qui en savait trop. Mais en tout cas, ça a existé, effectivement. Et Joseph Klein, de fait, en a fait partie. Il va finir par être tellement tourmenté quand même par cette affaire qu'il va, sur les conseils de sa compagne d'ailleurs, aller contacter le FBI. Et le FBI ne va pas l'arrêter, mais va au contraire considérer qu'il a une espèce d'informateur extrêmement précieux et va lui demander en gros d'être agent double d'une certaine manière. Et donc il va le faire. Tout ça va évidemment très mal finir. Le réseau va finir par être démantelé. Les gens vont être jugés. Joseph Klein va être plutôt épargné parce que le FBI va expliquer à ce moment-là qu'il jouait double jeu et qu'il fournissait un certain nombre de renseignements aux Américains. Mais il va être emprisonné pendant un certain temps. Et après avoir purgé sa peine de prison, il va être expulsé en Allemagne. Et là, il se retrouve dans sa famille, après la guerre, bien entendu. Alors, il se retrouve en compagnie de son frère, Karl, qui est le grand-père de l'auteur. Toute l'Allemagne a vécu la guerre, évidemment. On a énormément souffert. Le pays est ravagé. Et lui rentre là. Bon, certes, il a été un peu malmené aux États-Unis. Il a fait un peu de la prison, mais enfin, il a été complètement épargné par la guerre. Donc la confrontation entre les deux frères, entre Karl et Joseph, va être un tout petit peu compliquée. Les relations familiales sont aussi très compliquées. Il va penser que ça n'est pas possible, que ça n'est pas viable, qu'il ne peut pas continuer à vivre de cette manière, et que la meilleure chose qu'il ait à faire, c'est de partir. Alors, partir où? Quand on a été suspecté de nazisme, et plus que suspecté, jugé et emprisonné pour cette raison quand même si ce n'était pas un dirigeant ni quoi que ce soit. Il va partir, il y a des réseaux pour ça, très bien organisés, il va partir en Amérique du Sud. Et là, c'est la troisième vie de Joseph Klein. Il s'est appelé Joseph Klein en Allemagne, il s'est appelé Joey Klein aux États-Unis, et maintenant c'est Rosé. C'est Rosé Klein. Il a eu 3 prénoms, il a eu 3 vies. Le voilà arrivé en Amérique. Et alors là, il va évidemment retomber sur tous les anciens nazis qui sont venus se réfugier en Amérique et qui n'ont qu'une idée, c'est de repartir aux États-Unis
pour renverser le gouvernement, pour prendre le pouvoir, parce que pour eux, la guerre n'est pas finie. Après tout, ils pensent qu'ils sont une espèce de base arrière du nazisme. Si Hitler a été défait, si l'armée allemande a été écrasée, il reste encore tous ces foyers nazis qui sont tout à fait virulents, si j'ose dire, qui le sont restés très longtemps, et dans une certaine mesure qui en garde encore quelques traces, et il va vivre là. Et puis il va y avoir un épilogue, il va partir au Costa Rica, où il va se trouver tellement bien. C'est assez compliqué de circuler quand même à l'époque d'un pays à l'autre, et en particulier d'être de nouveau admis à rentrer aux États-Unis. Pour lui, c'est quand même pas très simple. Et en fait, il va se trouver tellement bien au Costa Rica qu'il va y rester. Je ne vous raconte pas complètement toutes les tenants et les aboutissants, sinon vous serez peut-être, vous n'aurez plus envie de lire le livre. Mais le livre est particulièrement intéressant, non pas parce qu'il est basé sur une histoire vraie, parce que ça c'est une tendance aussi actuelle où on a tendance à penser que c'est une espèce de plus. On dit c'est une histoire vraie, donc c'est forcément plus intéressant. Or, il n'y a pas de raison que la fiction soit moins intéressante que les histoires vraies. C'est peut-être même le rôle du romancier de cultiver complètement la fiction. Mais Ulla Lenze arrive parfaitement à tenir les deux bouts, parce qu'évidemment, elle a disposé, d'une part, de la correspondance entre Karl et Joseph, c'est-à-dire entre son grand-père et son grand-oncle. Elle a disposé, d'autre part, de la bienveillance de sa famille, parce qu'on aurait très bien pu lui dire oh là là, on va pas remuer la boue, on va laisser tout ça, c'est des vieilles histoires. Après tout, la famille ne s'est pas conduite de manière très honorable dans cette histoire. C'est peut-être pas la peine d'aller salir la réputation du grand-oncle. Et il en a déjà assez fait comme ça, laissons tomber. Or, il semblerait que la mère de Ulla Lenze, qui était donc la nièce de Joseph Klein, lui a raconté beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont parfaitement vécues, ou en tout cas basées sur la réalité. Et à partir de là, elle va inventer évidemment énormément de choses. Parce que d'abord, Joseph Klein ne disait pas forcément tout ce qu'il voulait dans ses lettres. La correspondance entre les deux frères était un petit peu biaisée parce que les deux frères s'entendaient bien, mais avaient aussi un petit peu quelques raisons de s'en vouloir. Après tout, il y en avait un qui avait pratiquement échappé à la guerre, l'autre qui l'avait vécu complètement de plein fouet. Et donc, c'est une façon... Le livre, de ce point de vue-là, est très original et très intéressant parce qu'il parle de la guerre d'une manière dont on ne parlait jamais. Il aborde un sujet qui n'a jamais été abordé dans la littérature allemande contemporaine, en tout cas, ce thème de l'espionnage des nazis aux États-Unis. Je mentionnais tout à l'heure les films de Hitchcock où il en est parfois question, mais dans la littérature allemande, il n'en avait jamais été question jusqu'à présent. Et je vous incite, si vous trouvez, il y a eu à l'Institut Goethe à Paris, il y a dans le courant du mois de mars, il y a eu une rencontre entre Ulla Lenze et Olivier Guèze. Et cette rencontre a été, c'est une rencontre comme celle que nous avons aujourd'hui, une rencontre un peu virtuelle, mais elle a été conservée et vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc, si vous cherchez, Olivier Guèze est justement l'auteur que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est l'auteur de La disparition de Mengele. Donc, c'est particulièrement intéressant parce qu'il sait parfaitement, il est très intéressé par le sujet. Et Ulla Lenze, elle représente en quelque sorte une autre approche, l'approche des gens qui ne sont pas du tout célèbres, qui n'ont laissé aucun nom dans l'histoire, mais qui ont joué quand même modestement leur rôle dans leur coin. Et la discussion entre Ulla Lenze et Olivier Guèze est très intéressante, d'autant plus que le traducteur également, Pierre Deus, intervient également dans cette discussion et donne quelques pistes. Comme ça, il dit par exemple de manière assez amusante que lui voulait que le livre ne soit pas intitulé Les trois vies de Joseph Klein, qui est plutôt un assez beau titre et qui correspond bien à l'histoire, mais il avait suggéré par exemple Le Conformiste. Alors le Conformiste, malheureusement, c'est déjà pris par le cinéma, donc le Conformiste avec l'idée que c'était celui qui faisait un petit peu bêtement tout ce qu'on lui demandait sans trop réfléchir aux conséquences. Voilà, en tout cas, un des livres tout à fait intéressants. Alors après,
La danse de Martha de Tom Saller, donc aux éditions Charleston. Alors on est toujours pendant la guerre, on est cette fois en Allemagne, on ne va pratiquement pas quitter l'Allemagne, même si le livre commence aux États-Unis, et on a toujours la présence réelle ou fictive, je pense que c'est un peu plus romanesque ici, d'un document de départ qui a permis de révéler un pan d'histoire. Le document de départ, c'est un carnet qu'une jeune femme, Martha, qui avait été élève de Gropius Oberhaus, aurait tenu pendant ces quelques années d'études. Et ce carnet, c'était une femme qui venait d'une famille de musiciens, qui était extrêmement douée pour tous les arts et qui, en particulier, était capable de dessiner la musique, en quelque sorte, d'écouter un morceau de musique et à partir de là, d'improviser des dessins, mais qui, pour elle, s'imposaient avec une sorte d'évidence, c'est-à-dire que telle musique évoquait telle forme, etc. Or, ça, c'était assez proche de l'enseignement du Bauhaus. Et elle va réussir à y être admise comme élève. Et dans cette école tout à fait aux idées tout à fait modernes, école d'art donc, dirigée par Walter Gropius, on trouve des gens comme Paul Klee, comme Kandinsky, etc. Donc ces gens-là ont vraiment travaillé au Bauhaus. Et le Bauhaus a été probablement dans l'histoire de l'art en Allemagne et dans l'histoire de l'art en Europe, dans l'histoire de l'art tout court, un événement tout à fait important en architecture, en mobilier intérieur, en peinture, en musique, etc. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir cette histoire du Bauhaus. Je parlais tout à l'heure de parler de la guerre d'une manière biaisée. On parle de l'histoire du Bauhaus, sauf que ça se passe évidemment pendant la montée du nazisme. Et il va y avoir une concurrence entre une école d'art tout à fait traditionnelle et le Bauhaus qui est toléré, disons, mais qui n'est pas tellement apprécié des autorités allemandes et qui va avoir de plus en plus de mal à faire entendre sa voix parce que ce ne sont pas des bons Allemands, en quelque sorte. Donc l'auteur imagine que cette Martha tient une sorte de journal de bord en permanence, mais comme elle va essayer d'ailleurs de mettre au Bauhaus une espèce de forme d'art total qui serait une danse qui serait à la fois inspirée évidemment de la musique, puisque la danse y est forcément très liée, mais aussi de la peinture, et pourquoi pas de l'architecture, c'est-à-dire une espèce d'art total. Elle y arrive plutôt bien, semble-t-il, à tel point qu'elle suscite l'admiration d'un certain nombre de ses condisciples. Et tous ces condisciples s'amusent de temps en temps à faire un petit croquis dans le carnet, dans le cahier de Martha. Donc, au bout de quelque temps, le cahier de Martha se retrouve rempli de carnets, d'esquisses de Kandinsky, de Klee, de tous les grands artistes du Bauhaus. Donc ce carnet finit par avoir une valeur considérable. Et ce carnet, bien des années plus tard, c'est-à-dire actuellement, pratiquement dans les années 2000, se retrouve en vente dans une maison, en vente aux enchères à New York. Et donc c'est ainsi d'ailleurs que commence le roman. On vend ce mystérieux carnet. Son héritier, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Martha s'est retrouvé avec ce carnet entre les mains et va le vendre et partager l'argent avec la famille. Argent qui risque d'être assez considérable parce que c'est un document absolument exceptionnel et une œuvre d'art exceptionnelle. Le carnet est bel et bien vendu, très cher, beaucoup plus cher qu'on ne l'imaginait encore. Et l'acheteur ne se fait pas connaître, évidemment, comme c'est le cas quand il s'agit d'œuvres extrêmement coûteuses. Sauf que l'ancien propriétaire du carnet, Thomas, reçoit un message où le vendeur lui explique qu'il aimerait se mettre en rapport avec lui. Occasion absolument extraordinaire d'avoir la vérité, parce que ce carnet qui est sorti d'Allemagne il y a fort longtemps, comment est-il arrivé dans une vente aux enchères à New York?
Quel a été le cheminement, d'autant plus que Martha, la propriétaire de ce carnet, l'initiatrice de ce carnet, a disparu un beau jour. Elle était rentrée chez elle après la fermeture de l'école, du Bauhaus, et puis elle a totalement disparu. Donc il va y avoir toute une histoire, alors pour le coup très romanesque, un tout petit peu même rocambolesque par moment, où Martha va tenter de fuir l'Allemagne à un moment donné. Et je ne vous dis pas exactement ce qui lui arrive, parce que là c'est très compliqué, et puis ça fait partie de l'intrigue même du roman, du ressort même du roman, mais elle va disparaître, et ce carnet va permettre peut-être de connaître toute l'histoire de Martha grâce à des espèces de flashbacks. Donc là, on est encore un petit peu dans la même problématique du document de départ qui permet de dévoiler le passé. Et dans le Norbert Scheuer, il y a deux choses, les abeilles d'hiver, donc il y a deux choses qui me frappent. D'abord, l'existence encore romanesque ou avérée, je n'en sais rien, vraisemblablement romanesque, d'un document de départ, un carnet, là aussi, qu'aurait tenu un apiculteur. Et le carnet aurait été caché dans une ruche et retrouvé mystérieusement après la guerre et servirait de noyau au roman. Bon, c'est vraisemblablement une fiction romanesque, mais peu importe, en tout cas, c'est l'histoire. Mais là encore, on a quelque chose de très, très intéressant. Je reprends ce terme de suiveur là, de Mitläufer. On a affaire à un garçon qui est apiculteur, qui n'est pas parti. On est en pleine guerre là. Il n'est pas parti faire la guerre tout simplement parce qu'il souffre d'une maladie qui fait qu'il n'a pas pu participer à la guerre. Et il a des crises d'épilepsie. Alors, c'est assez curieux parce qu'il est dans une situation très inconfortable parce qu'en tant que malade, il ne participe pas à la guerre, il n'est pas recruté par l'armée, certes, mais en même temps, il est menacé parce que dans l'idée d'une race pure, eh bien, l'idée nazie d'eugénisme, un malade d'épilepsie est en gros une charge dont il faut se débarrasser. Donc, il est toléré d'une certaine manière, mais rien de plus non plus. Sauf qu'il se retrouve pratiquement le seul homme du village, tous les autres sont partis à la guerre, donc il en profite très largement pour séduire toutes les femmes dont les maris sont au front, mais j'allais dire sans penser à mal. On a l'impression que lui aussi est une espèce de Mitläufer, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à grand-chose en définitive. Il se conduit de temps en temps comme un salaud, il se conduit de temps en temps comme un héros, mais il ne fait aucune différence entre les deux. Il se conduit comme un héros parce qu'il se trouve qu'on est en Rhénanie. On est dans la région de l'Eifel, pas loin de la frontière belge, et que cet apiculteur a des ruches dans son village, et il a aussi des ruches un petit peu plus loin, dans une petite montagne, un peu en altitude, mais très proche de la frontière belge. Donc de temps en temps, il va voir son rucher à distance, en quelque sorte, et il va s'occuper de ces abeilles qui sont pratiquement sur la frontière belge. Mais à chaque fois qu'il part vers la frontière belge, il en profite pour emmener avec lui quelques personnes qui essayent de passer la frontière, généralement des juifs qui fuient l'Allemagne nazie, tout simplement, et il essaye de les transporter avec lui, de les cacher d'une façon assez originale d'ailleurs, parce que il a des ruches spécialement construites à cet effet, peut-être un peu plus grandes que les autres, dans lesquelles on peut cacher quelqu'un. Et non seulement on peut cacher quelqu'un, mais si on met une reine abeille accrochée par exemple aux vêtements de la personne, alors il a un système très pratique pour ça, il a des bigoudis. Pareil que les bigoudis sont très pratiques pour transporter les reines des abeilles. Donc, il met une reine dans un bigoudi, il met le bigoudi sur la personne qui est cachée dans la ruche, et si jamais la ruche est ouverte, toutes les abeilles environnantes viennent rejoindre la reine et couvrent et dissimulent complètement la personne qui s'y trouve. Donc, même si il était arrêté par des soldats ou quoi que ce soit, s'il y avait un contrôle quelconque, il a cette ressource, ça n'arrivera jamais. Je vous rassure tout de suite, il passera toujours comme une lettre à la poste la frontière entre l'Allemagne et la Belgique. Donc il transporte comme ça un certain nombre de gens, et il y avait des mines autrefois dans le village où il habite, et donc il y a aussi beaucoup
de galeries de mines, de vieilles grottes qui communiquent entre elles, etc. Enfin, les cachettes ne manquent pas et il peut y mettre tous les gens qu'il veut. Ça m'a beaucoup frappé. Il y a deux aspects qui m'ont frappé dans ce livre, non seulement l'aspect du document de départ, mais d'abord l'histoire de l'apiculture comme thème littéraire. C'est assez amusant de voir. J'ai repensé à pas mal de livres dans lesquels il est question d'apiculture. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Il y avait un roman suédois de Lars Gustafsson qui était paru en France dans les années 70-80, je ne sais plus, qui s'appelait La mort d'un apiculteur, et qui était une histoire d'un apiculteur atteint d'un cancer et qui meurt tout simplement, mais en observant ses abeilles. Je résume d'une manière un peu à la hache, mais c'est un petit peu ça l'histoire. Et les abeilles sont souvent liées quand même au thème de la mort. Je pense à, si certains d'entre vous aiment bien les romans policiers, un livre d'Elisa Wix qui était paru il n'y a pas très longtemps au Rouergue et qui s'appelle le massacre des fous bourdons, qui est un livre très amusant sur une histoire de l'apiculture appliquée au roman policier, disons. C'est assez curieux. Et j'ai repensé à un autre livre qui était le dernier roman de Norman Mailer. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la littérature allemande? Mais attendez, vous allez voir. Norman Mailer, à la fin de sa vie, avait décidé d'écrire une grande trilogie romanesque. Et il n'en a écrit qu'un premier volume, donc c'est un peu bizarre, on ne saura jamais exactement quelles étaient ses intentions. Il est mort à la fin du premier volume. Mais le premier volume, les 3 volumes étaient supposés être la vie d'Hitler, raconté par Norman Mailer. On pouvait s'attendre à quelque chose d'assez ébouriffant. Mais il n'a eu le temps d'écrire qu'un seul épisode, si j'ose dire, qui est d'une certaine manière le moins intéressant, qui était l'épisode de l'enfance de Hitler. Or, dans l'enfance de Hitler, vrai ou faux, mais j'ai tendance à penser que c'est vrai, l'apiculture joue un très grand rôle. Son père était apiculteur amateur, il y avait des ruches à la maison, et il y avait un vieillard du coin qui avait enseigné l'apiculture au petit Adolphe. Et il y a des scènes, évidemment, qui sont assez extraordinaires. Il y a une scène qui est la scène des abeilles d'hiver, précisément, dans le roman de Norman Mailer, où l'apiculteur découvre que les abeilles d'hiver, une des ruches a été atteinte par un parasite et toutes les abeilles sont mortes. Pas toutes, il y en a quelques-unes encore, mais justement, celles qui restent, il faut absolument les détruire parce qu'elles sont vraisemblablement malades et elles risquent de contaminer le reste du rucher. Donc il faut les détruire, c'est-à-dire il faut les gazer. Vous suivez mon regard, évidemment, et donc le père, qui est un peu débordé, demande au petit Adolphe de gazer les abeilles. Bon, je glisse là-dessus, je vous lirai si ça vous amuse le roman de Mailer, mais ce que je veux dire, c'est que l'apiculture est très souvent utilisée comme une espèce de métaphore de la mort. Et ici, cet apiculteur des abeilles d'hiver dans le livre de Scheuer est aussi quelqu'un qui, d'abord, voit la guerre par le petit bout de la lorgnette. Il ne parle que d'apiculture, il ne parle pas de la guerre. Il parle évidemment des voyages clandestins qu'il fait de temps en temps pour transporter des Juifs, pour emmener des Juifs au-delà de la frontière belge. Mais pour lui, c'est pas un acte d'héroïsme, c'est pas du tout ça. C'est ni plus héroïque, ni bien ni mal. Le fait de vivre avec toutes les femmes, de séduire les femmes de soldats qui sont partis au front, ça lui pose non plus aucun problème de conscience. En revanche, il a effectivement un problème assez particulier puisque son épilepsie demande à être soignée par un médicament très particulier, médicament qu'évidemment on ne trouve plus, et médicaments que le pharmacien lui fait payer très cher et refuse bien souvent de lui donner, sachant que c'est quelque chose de vital pour lui, c'est-à-dire que s'il ne prend pas ces médicaments, il a des crises d'épilepsie de plus en plus fréquentes et de plus en plus dangereuses pour lui. Voilà, alors j'en dirai pas plus. Alors non, j'ai oublié quand même un détail très important, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui volent dans la vie de cet apiculteur. Il y a les abeilles, évidemment, mais il a un frère, lui aussi, et il a un frère qui est aviateur. Et il y a un frère donc qui passe son temps à bord d'avions, qui est pilote d'avion, qui est donc un guerrier en première ligne, si j'ose dire, et dont la présence, qui est une espèce de héros de guerre, nazi évidemment, et dont l'existence
protège un petit peu le frère épileptique à moitié débile dont on se méfie un petit peu, mais comme il a un frère héros dans la Wehrmacht, évidemment, ça le protège d'une certaine manière. Alors il y a tous ces, j'allais dire, ces objets volants non identifiés, les abeilles, les avions. Là encore, c'est une façon de parler de la guerre sans en parler. La guerre intervient à la fin, tout de même d'une manière très violente, puisque il est sur la frontière. Il est sur la frontière et donc dans le village, il y a deux sortes de... Il y a évidemment la population allemande, mais il y a aussi des prisonniers russes qui travaillent, qui reconstruisent en gros tout ce qui a été démoli, qui reconstruisent les voies de chemin de fer après chaque bombardement. Il y a l'aviation alliée qui pilonne régulièrement le village et la région. Et puis, il y a l'avancée des Alliés qui arrivent de plus en plus vers l'Est et qui ont libéré la France. L'histoire se termine en tout cas dans les années 44-45. Et donc évidemment, le débarquement en Normandie a déjà eu lieu et l'avancée des Alliés se fait de plus en plus précise et ils vont évidemment finir tout de même par arriver dans le petit village. Petit village qui, entre parenthèses, se trouve en Rhénanie-Palatinat, donc sur la frontière pas loin de Cologne, sur la frontière où vit d'ailleurs Norbert Scheuer. Et j'ai le sentiment, j'en ai pas lu d'autres livres de Norbert Scheuer, donc je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il y a une dimension aussi, je dirais, régionaliste, mais au bon sens du terme, c'est pas une façon de minorer son écriture, loin s'en faut, qui est une très belle écriture. Il y a une veine régionaliste et je pense qu'un certain nombre de ses autres livres, si j'ai bien compris, se passaient dans cette région où il est revenu s'installer, où il est revenu vivre. Et là, on a encore les disparités importantes en Allemagne entre les différents Länder et on s'aperçoit d'ailleurs qu'à l'exception évidemment de La famille du tigre ailé, les trois autres livres se passent précisément dans cette région de Rhénanie et pas très loin de Cologne, ce qui leur donne en effet peut-être une coloration assez particulière. Je voulais dire deux, trois choses avant de vous demander si vous avez probablement des questions que vous aimeriez poser. Il y a deux ou trois remarques simplement que je voudrais faire sur la littérature allemande contemporaine. La première, c'est que il y a ce problème de la mémoire, évidemment, qui fait que les auteurs contemporains cherchent à trouver un biais, à parler de la guerre en parlant des abeilles, ou à parler de la guerre en parlant de quelqu'un qui est radioamateur, mais qui n'a pas le sentiment de participer à la guerre, ou de quelqu'un qui fait des études au Bauhaus, c'est-à-dire qui n'est jamais impliqué directement dans les combats sur le front. Mais il y a aussi, je dirais que la langue allemande n'a pas une aire géographique extrêmement importante. Bien sûr, il y a l'Autriche, il y a la Suisse alémanique, il y a des régions du Luxembourg ou de Belgique, mais l'extension géographique de la langue n'est pas évidemment comparable à celle de l'anglais, de l'espagnol, du portugais et du français. Cependant, il y a un certain nombre... Je suis frappé de voir que si vous regardez les derniers prix Nobel de littérature en langue allemande, c'est Elfriede Jelinek qui est autrichienne, c'est Herta Müller qui est, alors peut-être elle a la nationalité allemande, mais qui est roumaine d'origine, des anciennes régions de Roumanie précisément, qui étaient germanophones. Et donc il y a ce réservoir non pas extérieur à la littérature allemande ni à la langue allemande, mais au territoire allemand. En tout cas, il y a une grande influence sur la littérature allemande elle-même. D'autre part, l'Allemagne, justement, pour briser son isolement, et je pense à des villes comme Berlin, ont beaucoup développé les structures liées à la littérature, les maisons de la littérature, les programmes de littérature, les bourses littéraires accordées à des écrivains du monde entier, et en particulier à des écrivains qui ont besoin d'une ville refuge parce que la situation politique est telle dans leur pays qu'ils ne peuvent pas y rester. Et ça joue un certain rôle dans la littérature allemande. Vous connaissez peut-être le nom d'un auteur, Yoko Tawada,
Yoko Tawada, qui est un écrivain, une romancière d'origine japonaise, comme son nom l'indique, et qui écrit en allemand et en japonais, parce qu'elle était convaincue que l'écriture japonaise avait besoin, de ce point de vue à elle, pour sa propre création, d'être fécondée ou frottée à un autre système de langue. Ça aurait pu d'ailleurs être n'importe quelle autre langue européenne. Il se trouve simplement qu'elle a obtenu l'asile, enfin l'asile, elle a obtenu en tout cas une situation en Allemagne, ce qui fait qu'elle a choisi l'allemand et que c'est un écrivain de langue allemande, je dirais, malgré ce que son nom peut laisser supposer. Mais je pense aussi, par exemple, à un auteur comme Liu Yiwu, qui était un des phares de la dissidence en Chine et qui a décidé de vivre en Allemagne, qui vit désormais en Allemagne. Alors, est-ce qu'il se mettra un jour à écrire en allemand? Je pense que pour l'instant, il écrit plutôt en chinois. Mais ça veut dire qu'il y a ce brassage quand même. On pourrait penser, vu de loin, que l'Allemagne est une espèce de petite contrée dans le territoire littéraire mondial. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est un petit peu contredit justement par cet aspect des choses que je viens de vous dire. Et puis, un dernier point, il faut aussi signaler le rôle que joue la foire du livre de Francfort, qui est quand même la plus grande foire du livre au monde et qui est une foire d'achat de droits, c'est-à-dire que tous les éditeurs du monde viennent une fois par an au mois d'octobre à Francfort pour une espèce de marché mondial dans lequel ils achètent des droits de livres étrangers pour les traduire ou vendent leurs propres droits à d'autres auteurs. Donc, l'Allemagne joue aussi ce rôle d'une espèce de foyer mondial, en tout cas pour ce qui est de la diffusion du livre. Dernière chose, il m'a semblé, mais ça c'est une remarque totalement personnelle, et vous serez d'accord ou vous ne le serez pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a un auteur que vous avez peut-être lu qui s'appelle Sebald, qui est publié en France chez Actes Sud, qui est un auteur d'origine allemande et qui vivait en Angleterre, sur la côte est de l'Angleterre, et qui a il n'a pas inventé, mais en tout cas qui a popularisé une forme d'écriture, qui est une forme d'écriture qui est entre la fiction, le journal, le roman, enfin, qui est le livre de réflexion, en quelque sorte, dans lequel même il insère des photos des lieux qu'il voit, et par exemple qui parle, il est sur la côte est de l'Angleterre, là d'où partaient les avions de la RAF pour aller pilonner l'Allemagne. Et donc, il parle, par exemple, de ces côtes anglaises et de ces aéroports, qui est là aussi une façon détournée d'évoquer la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que l'influence de Sebald, elle est extrêmement présente. Elle est extrêmement présente dans la littérature allemande contemporaine, peut-être même dans la littérature française. D'ailleurs, il me semble qu'on en voit beaucoup d'exemples. Je pense qu'on pourrait très facilement, chez Mathias Sénard, trouver véritablement des choses qui viennent de Sebald. Et je pense à un auteur qui s'appelle, je vous le cite là aussi à tout hasard, juste pour l'exemple, Esther Kinski, qui a écrit un livre qui s'appelle Am Fluss, qui a été traduit il n'y a pas très longtemps, qui s'est intitulé La Rivière. Je crois que c'est intitulé en français La Rivière. Et c'est un livre qui se passe sur un affluent de la Tamise. Et là aussi, c'est véritablement une façon de prendre un biais le plus éloigné possible pour parler de ce sujet auquel la littérature allemande ne cesse de revenir et ne cesse d'alimenter constamment. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si je vous en dis plus sur les livres, je pense que je vais en dire trop, mais il y a peut-être des choses, des précisions que vous aimeriez avoir. Donc, dites-moi si vous avez quelques questions que ce soit. Merci beaucoup, c'était vraiment absolument passionnant et ça donne vraiment envie de découvrir ou même redécouvrir les livres. Même quand on les a lus, on a l'impression d'un peu les redécouvrir en vous entendant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas pour l'instant sur le fil de discussion. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, peut-être même directement au micro? Ah, les premiers romans. Quelqu'un demande quels sont les premiers romans. Alors, les premiers romans, c'est La danse de Martha et
Et La famille du tigre La famille ailé. du tigre ailé. Voilà les deux romans, parce que dans le cas de Ulla Lenze, je crois que c'est un troisième ou quatrième roman, et dans le cas de Norbert Scheuer, alors lui, il a pas mal écrit, il a écrit aussi des poèmes. Il y a d'ailleurs un livre, j'ai oublié de vous en parler, mais je voudrais quand même en dire un tout petit mot. Les abeilles d'hiver, c'est son tout dernier livre, c'est le plus récent. En 2017, il a écrit un livre que je n'ai pas lu, donc je vous en dis simplement ce que j'en sais, qui s'appelle Die Sprache der Vogel, c'est-à-dire le langage des oiseaux, disons, qui se passe en Afghanistan. Et c'est un médecin allemand qui se trouve en Afghanistan, et en pleine guerre, évidemment, situation de combat, situation de guerre, et qui est particulièrement intéressé par l'ornithologie. Cette fois, c'est pas un apiculteur, et qui ne parle que des oiseaux et du langage des oiseaux. Et donc, il me semble, d'après le résumé que j'en ai lu, qu'il pourrait très bien y avoir un certain rapport avec notre livre, avec les abeilles d'hiver, cette fois où l'ornithologie jouerait le rôle que l'apiculture joue dans son livre. Il y avait juste une question, mais je ne sais pas si pour le coup vous pourrez y répondre. On nous demandait les livres ont-ils été appréciés en Allemagne? Alors je ne sais pas si vous avez... Alors, c'est difficile à dire dans le cas des premiers romans. Hein. C'est évidemment plus difficile. Le fait qu'ils aient été traduits est quand même déjà un signe. Ça veut dire que ils ont eu suffisamment de succès pour que on s'intéresse à acheter les droits. J'ai l'impression quand même que dans le cas de Ulla Lenz, qui est un écrivain confirmé, et qui est assez reconnu, elle a certainement eu un certain succès. En tout cas, je vois, non, il y a pas de, il y a pas. Je suis en train de regarder s'il y a des commentaires dans la presse allemande. Oui, je vois. Mais alors après, ça veut pas dire grand-chose. Hein, les commentaires qu'on découvre dans la presse. Une auteure extraordinaire, je vois dans la livre, une leçon d'histoire captivante, un roman impressionnant, Solidarische Zeitung, une tension exceptionnelle dans Die Zeit, un mélange poignant de roman familial et de thriller d'espionnage dans le Tagesspiegel. Enfin bon, elle a été bien accueillie par la presse, manifestement. Quant à Norbert Scheuer, lui est un écrivain confirmé, qui est un poète reconnu, qui a écrit, qui a une carrière d'auteur derrière lui, donc il a déjà une notoriété relativement importante. Et je pense que ses livres sont un peu attendus en quelque sorte. Et je n'ai pas du coup le livre sous les yeux, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en format numérique, donc je peux pas vous dire s'il y a eu des commentaires. Et je n'ai pas trouvé beaucoup, mais je crois que c'est quelqu'un qui a été récompensé quand même déjà, pas forcément pour ce livre-là, je ne saurais pas le dire, puisque ce livre-là est le plus récent, il date de 2019. Hein. Mais il y a des livres précédents qui ont eu reçu des prix prestigieux. Voilà, ça c'est quand même assez important à savoir. Merci. On a une autre question. Pensez-vous que La famille du tigre ailé pourrait plaire à des lycéens? La famille du tigre, oui, je pense. Très franchement, enfin, oui, j'ai l'impression, parce que d'abord, c'est quand même un livre c'est quand même un livre sur la quête du père, c'est quand même une sorte de roman familial aussi, dans un certain sens. Et puis, de tous les livres, de ces 4 livres-là, d'une certaine manière, c'est le plus récent. Je disais tout à l'heure que l'auteur, Paula Fürstenberg, elle est née en 1987. Bon, pour les lycéens, ça va paraître Mathusalem, ça va paraître très vieux. Mais voilà quelqu'un qui n'a connu de l'Allemagne que l'Allemagne réunifiée pratiquement. Elle avait 2 ans au moment de la chute du mur. Donc elle vit dans une problématique complètement différente. Vous savez, c'est pas. Vous êtes très jeune et vous n'avez pas connu forcément la partition de l'Allemagne, mais ça a été quelque chose d'extrêmement important, tant à l'Est qu'à l'Ouest, évidemment. Toute la littérature est-allemande a été nourrie de cette question. Toute la littérature ouest-allemande a interrogé aussi cela. Et les dialogues qui ont pu se faire entre les deux pays, très souvent, c'est par le biais de la littérature que ça a pu se faire. À partir du moment où tout ça disparaît, on a une nouvelle problématique qui intervient, qui est d'abord la réunification de l'Allemagne, qui est aussi la fin du communisme, une utopie qui disparaît, et il faut un peu solder un peu le bilan, d'une certaine manière. Donc, c'est quelque chose de très nouveau, et je pense que le livre de Paula Fürstenberg initie un petit peu peut-être une voie nouvelle. Et de ce point de vue-là, je pense que ça peut tout à fait intéresser des auteurs. Et puis alors en plus, le livre, j'allais dire, est assez rigolo.
je pèse mes mots, puisque c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer. Donc c'est pas exactement, on peut dire que c'est ça aussi. On pourrait résumer le livre de cette manière-là. Mais c'est aussi les personnages sont un peu déjantés, tous. Entre la mère qui pourrait être vétérinaire, mais qui passe son temps à ramasser les chiens perdus en quelque sorte et les animaux les plus bizarres, qui va, je ne sais pas trop quoi, moi essayer de soigner un Norvège qui a été intoxiqué au granulé anti-limaces ou se débarrasser un hérisson de ses puces, alors qu'elle pourrait très bien ouvrir un cabinet vétérinaire et puis avoir une vie entre guillemets normale, en tout cas gagner de l'argent grâce à son métier. On a l'impression que c'est un peu des personnages un peu marginaux, mais sympathiques. C'est des personnages marginaux au grand cœur. Et puis il y a une scène, il y a un aspect qui me paraît très intéressant, c'est la relation entre les deux filles qui ne se connaissent pas, Johanna et Antonia, chacune ayant eu un passé, le même père, sans le savoir, mais ayant eu un passé complètement différent, et qui sont un peu qui ont du mal à nouer des liens. Elles sont sœurs, elles sont demi-sœurs, si vous voulez. Et puis, ça leur tombe dessus tout à coup à l'âge pratiquement de la majorité. Elles sont adultes et elles se retrouvent avec une sœur qu'elles n'ont jamais connue. C'est un peu compliqué, mais je trouve qu'il y a une dimension familiale qui pourrait vraiment toucher les adolescents. Et alors en plus, il faut dire que le livre est quand même d'une lecture assez facile et agréable. Je pense que des trois livres, c'est peut-être le plus facile à lire, si on parle simplement du niveau de difficulté de lecture. Là encore, c'est pas un jugement de valeur, mais si on se met dans la problématique de est-ce que les jeunes aimeront ce livre, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus susceptible d'être aimé par des jeunes lecteurs. Je pense par exemple que Les Trois vies de Joseph Klein est assez facile à lire également, que La danse de Martha est un tout petit peu plus compliqué parce que si on n'a pas du tout les références artistiques auxquelles il est fait allusion, ça devient un peu plus compliqué. Et le Norbertshire est un très beau livre, mais est un livre de littérature d'un accès quelquefois pas difficile, il faut pas exagérer non plus, mais enfin il faut un petit peu une habitude de la lecture. On a une petite remarque sur la danse de Martha qui trouverait sa place dans le programme du cycle terminal dans l'axe art et pouvoir. Donc si vous voulez en parler en classe de terminale, apparemment ça trouverait tout à fait Je pense que un professeur qui voudrait parler de la place du Bauhaus dans l'histoire de l'art, alors là, c'est formidable. Il a un document extraordinaire entre les mains. Parce que je pense quand même que tout ce qui est dit du Bauhaus et de son fonctionnement est probablement avéré. Et il y a des choses qui sont tout à fait passionnantes. Parce qu'à un moment, par exemple, le Bauhaus a beaucoup de difficultés de financement, évidemment, puisqu'il se pose comme une espèce d'institution un peu révolutionnaire par rapport à la transmission de l'art en Allemagne à l'époque. Et donc, du coup, ils trouvent un moyen pour essayer d'améliorer leurs finances, c'est de faire de la fabrication en série d'objets d'après les dessins des gens du Bauhaus. Et on sait ce que ça a donné. Tous les fameux fauteuils, tous les fameux sièges, tout le mobilier du Bauhaus qui est resté dans l'histoire du mobilier d'une manière extrêmement importante. Maintenant, c'est du mobilier qui vaut des fortunes. Mais il y a eu cette tentative quand même de faire des objets, je dirais, de série industrielle à partir de dessins d'art, véritablement. Et ça a été une des grandes réussites du Bauhaus aussi. Donc je pense effectivement que pour un enseignant d'art, c'est formidable. En effet, oui. On a une autre question. Est-ce que vous conseillez des pistes d'approfondissement culturel, historique ou autre pour appréhender ces romans ? Oui, alors là encore, je vous parlais tout à l'heure du livre d'Esther Kinsky, qui s'appelle La Rivière. Donc c'est paru en français, ça s'appelle La Rivière. Je pense que ce serait une bonne façon de voir un petit peu. Je pensais à un auteur aussi. Vous savez qu'il y a un grand prix littéraire en Allemagne qui s'appelle le prix des libraires allemands. Donc les libraires allemands, c'est un prix qui est très intéressant parce que le jury change tous les ans, contrairement au prix littéraire français. Donc c'est un jury qui est tout à fait indépendant, tout à fait libre et surtout qui ne prend pas de mauvaises habitudes puisqu'il est renouvelé chaque année.
Ce prix qui comporte beaucoup de gens, des libraires, des bibliothécaires, des journalistes, il y a toutes sortes de personnalités dans ce prix, décerne tous les ans le prix du meilleur livre allemand. Alors, je ne sais pas, moi je les ai pas lus, c'est au moment de la foire de Francfort justement. Et j'ai remarqué à ma grande honte d'ailleurs que je n'avais pas lu le livre qui a obtenu le prix en 2020. Or, le prix qui a obtenu le livre en 2020, ça m'intéresse beaucoup. Ça s'appelle L'épopée de Heidi. C'est d'une dame qui s'appelle Anne Weber. Or, cette Anne Weber est considérée comme un écrivain allemand, certes, elle est allemande, elle écrit en allemand, mais elle vit en France et elle écrit aussi en français. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle écrit un livre, elle écrit la version allemande et la version française. J'ai honte de confesser que je n'ai jamais lu de livre d'Anne Weber. Je me dis pourquoi ça allait se donner du mal alors qu'on a on a un écrivain allemand, là, à Paris, et qui écrit en français. Donc j'avoue que j'ai eu totalement tort de ne pas la lire, et que je vais aller, mais je ne sais pas du tout si ça a un rapport avec la problématique des 4 romans qui ont été présentés là. Simplement, ce que je sais, c'est qu'elle a obtenu le prix des libraires allemands en 2020 et que c'est un prix qui est quand même extrêmement prestigieux en Allemagne. Donc si elle l'a obtenu, à mon avis, c'est qu'il y a quand même un certain intérêt. Et comme il y a non seulement la version allemande, mais la version française écrite par l'auteur même, à l'usage, puisqu'elle vit en France depuis 40 ans, hein, à l'usage des lecteurs français. Je dis pourquoi s'en priver? Je crois que le livre est paru aux éditions du Seuil. Je n'en mettrai pas ma main au feu, mais je crois que c'est les éditions du Seuil et que ça s'appelle L'épopée de Heidi. Donc, prix des libraires allemands en 2020. Mais là, encore une fois, je le conseille un peu dans le vide, dans la mesure où je ne l'ai pas lu. Merci beaucoup. On a, alors sur les références Bauhaus, on a aussi Montmorillon qui conseille le bal mécanique de Yannick Granek, superbe sur le Bauhaus. On a aussi eu un rappel qu'il y avait une petite série sur Arte qui était consacrée à cette période, qui était assez intéressante pour découvrir un peu cette école et ce courant artistique. Dernier livre, alors on a Anne, une épopée au Seuil, je crois que ça c'était le dernier livre de Anne Weber, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, l'épopée de Heidi, je crois. Le livre, juste, je voudrais ajouter sur la danse de Martha, il y a un aspect qui est intéressant sur cet aspect artistique, c'est que le livre, effectivement, il y a toutes les années d'apprentissage de Martha Oberhaus, mais elle vient d'une famille, une famille polonaise, et qui est une famille de mélomanes et de musiciens. Et donc, il y a plus que des digressions, il y a des passages très importants sur la musique. Toute la famille joue de la musique et joue de la musique ensemble. Ils forment un orchestre à eux seuls et ils forment non seulement un orchestre mais une école de musique. C'est-à-dire qu'ils font venir à la maison tous les gens qui ont envie d'apprendre à jouer d'un instrument. Donc là, sur la musique, il y a beaucoup d'ouvertures comme ça très larges et pas seulement sur l'histoire proprement dite du Bauhaus. Oui, en effet. On découvre aussi la danse, du coup, la danse expressionniste qui avait été développée. Ah, la danse joue un très grand rôle. Ouais. Oui, la danse, puisque Martha est danseuse. Elle met au point la danse comme une espèce de forme d'art qui fait la synthèse de tous les arts qu'elle a approchés. Hein. Bon, visiblement, vous êtes vraiment très attendu à Cognac en novembre, donc notez bien la date. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques peut-être avant qu'on clôture ? Caroline m'indique qu'on est bon côté YouTube. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va du coup clôturer cette petite présentation. Et puis on a en note tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, y compris peut-être des petits travaux sur une bibliographie et puis d'autres petits temps d'échange sur les livres. Et on se donne rendez-vous aussi, j'espère, au festival à l'automne. Bien sûr, mais même d'ici là, on a le temps effectivement d'en reparler si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je voudrais saluer tous les amis, tous les connaissances et de l'équipe de littérature européenne au sens large, des bibliothécaires, de l'équipe, etc. Voilà, ça ferait trop de monde pour les citer tous, mais je suis très content de vous retrouver, même dans ces conditions un peu lointaines, à distance, et c'est déjà beaucoup mieux que rien. C'était un plaisir pour nous. Merci à tous, tous les participants là, qui sont là, d'être restés et d'avoir répondu aussi nombreux, y compris malgré le format, en effet.
Et puis merci à tous pour vos petits commentaires. En effet, merci Gérard, c'était absolument passionnant. Et ça lance parfaitement cette 18e édition du prix des lecteurs. Et maintenant, ça va être aux lecteurs de découvrir un peu tout ça. Voilà, je souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Mais merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.